Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la course au parrainage est officiellement ouverte au Sénégal, une étape clé du processus électoral avant l'élection présidentielle prévue en février 2024. L'avant-projet de code de procédure administrative est adopté par le gouvernement togolais. Le texte qui vise notamment la modernisation de la justice devra être présenté au Parlement pour son adoption définitive. Dans ce journal également, notre invité, Othman Lamrini, cofondateur de la plateforme Kiwi Collect, avec qui nous parlerons de la levée de fonds qu'il a lancée en faveur des victimes du séisme survenu début septembre au Maroc. Il sera avec nous tout à l'heure et il nous parlera également de Kiwi Collect, plateforme dédiée au mode de financement alternatif. Sylvia Bongo, officiellement inculpée au Gabon, l'épouse du président déchu Ali Bongo Ondimba, ex-première dame du Gabon, est officiellement accusée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Elle aurait été entendue ce jeudi 28 septembre 2023 par un juge d'instruction pour précisément détournement massif de deniers publics et falsification de la signature du président de la République. Elle serait actuellement en résidence surveillée, tandis que son fils Nordine Bongo, le fils du couple, est déjà inculpé et incarcéré, notamment pour corruption et détournement de fonds publics avec plusieurs anciens membres du cabinet présidentiel et deux anciens ministres. Étape incontournable avant l'élection prévue en février 2024 au Sénégal. La campagne de collecte des parrainages est ouverte depuis ce mercredi. Elle va durer deux mois. Le temps pour les candidats d'obtenir l'appui d'au moins 0,6% du fichier électoral ou alors de recueillir assez de parrainages d'élus, soit 13 députés ou 120 maires et présidents de conseil départemental. Amenechi. La course au parrainage, officiellement lancée au Sénégal, annonce les couleurs de la présidentielle de février 2024. Ouverte mercredi 27 septembre, la campagne de parrainage est prévue durer 2 mois. Objectif, permettre aux 115 candidats officiellement déclarés d'acquérir le soutien d'au moins 0,6% du corps électoral contre 0,8% auparavant, ou bien recueillir le soutien de 13 députés et 120 maires de conseils départementaux. Selon les autorités, le système de parrainage devrait permettre de réduire via un tri les candidatures fantaisistes. Pour recueillir les 0,6% de l'électorat et pour avoir le parrainage des maires, ça risquera d'être un peu compliqué. Surtout que l'on se rappelle qu'au début, avant le discours du 3 juillet du président Macky Sall, l'ensemble des maires avaient été déjà réunis. Donc, il semblerait que, quelque part, ce parrainage risque de poser beaucoup de difficultés en raison justement du caractère éminemment politique de ce parrainage. Dans l'actuel contexte sociopolitique, le parrainage est perçu comme défi pour la majorité sortante, fragilisée depuis 2 ans par des mouvements de contestation. Par ailleurs, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar a présenté le 9 septembre 2023 l'actuel Premier ministre Amadou Ba comme candidat officiel. Du côté de l'opposition, le parti PASTEF d'Ousmane Sonko a été dissous le 31 juillet 2023, semant un doute sur sa participation à la présidentielle de 2024. Donc ce qui se profile à l'horizon au regard des derniers événements qui ont secoué le pays, ce n'est pas très facile à prévoir, mais tout ce qu'on peut dire est que il y a des risques de tension, en tout cas, des risques de tension politique, de tension sociale, puisque nous avons l'impression que cette campagne ouverte aujourd'hui, en fait la campagne pour le parrainage, risque d'aboutir à une certaine restriction de candidature. Donc, il y aura forcément des mécontentements et donc forcément un petit climat de tension. Certaines critiques ont été formulées à l'égard du système des parrainages, affirmant qu'il favorise les candidats déjà établis et limite la participation démocratique. Mais en comparaison, l'opposant Ousmane Sonko, président du PASTEF, avec peu de notoriété au départ, avait réussi à recueillir près de 16% des suffrages en février 2019. À ce scrutin, seules 5 candidatures avaient été validées par le Conseil constitutionnel sur les 27 soumises à son examen.
Dans sa volonté de doter le pays d'un code de procédure administrative, le gouvernement togolais adopte un avant-projet de code de procédure qui vise à renforcer le respect des droits des populations dans leurs démarches administratives. Et selon le gouvernement, cet avant-projet s'inscrit notamment dans la dynamique du programme de modernisation de la justice voulu par le gouvernement. Les précisions de Samantha Saberou Saboubanga. Au Togo, le gouvernement a examiné et adopté en Conseil des ministres mercredi 27 septembre 2023 l'avant-projet de loi portant code de procédure administrative. Ce nouveau texte, qui devrait être soumis à l'Assemblée nationale dans les prochains mois, est un gage du respect des droits des citoyens dans leur rapport avec l'administration. Il constitue un outil indispensable pour le contrôle de légalité des actes des administrations nationales et des collectivités territoriales. Bon, ce n'est qu'une loi de plus qui vient s'accumuler sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et quand même ces lois sont promulguées après, ça ne reste que des textes malheureusement. Parce que tant que le Togo demeure un état de non-droit où sévit la culture de l'impunité, tous les textes que le gouvernement promulguera, ils n'auront aucun effet sur la situation des populations. Selon le gouvernement, l'adoption de ce texte s'inscrit dans la dynamique du programme de modernisation de la justice engagé par le président togolais Faure Gnassingbé et concourt à la célérité et à l'efficacité du système judiciaire conformément aux objectifs de l'axe 1 et de l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Donc ça ne fait qu'une loi en plus qui ne servira à rien du tout concrètement parce que notre administration est si corrompue que ce n'est pas une affaire de texte parce que l'État est corrompu, le pouvoir est corrompu. Donc faire des textes qui concernent les petits fonctionnaires et puis les citoyens, ça ne donnera rien. Nous connaissons notre pays, il y a eu tant de textes qui ne servent à rien que ça ne fera qu'un texte de plus. Afin de protéger davantage ces populations, le gouvernement togolais avait, le 30 octobre 2019, adopté une nouvelle loi portant organisation judiciaire qui abroge l'ordonnance du 7 septembre 1978. En appui à l'ancien, le nouveau texte marque une avancée importante pour la République togolaise, car elle témoigne la volonté du Togo de renforcer l'état de droit et de garantir le respect des droits des citoyens. Signature en Tunisie d'une convention de financement pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Kairouan, au nord du pays, afin de renforcer les capacités énergétiques. Le coût de construction est estimé à près de 80 millions de dollars. Le démarrage des travaux devrait se faire prochainement. L'entrée en production, elle, est prévue pour le 4e trimestre 2024. Marie-Raphaël Antolo. En Tunisie, une convention pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Kairouan d'une capacité de 100 MW a été signée le mardi 26 septembre 2023 entre le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, la structure émirate Amea Power et la Banque africaine de développement. Selon le Premier ministre Ahmed Achani, ce projet vise à diversifier les sources d'énergie et à recourir de plus en plus aux énergies renouvelables en plus d'acquérir la maîtrise des technologie de l'énergie solaire pour assurer une transition énergétique du pays en douceur au cours des prochaines années. Les travaux de construction de cette centrale estimée à 80 millions de dollars devraient démarrer d'ici un mois et la centrale électrique devrait entrer en service au 4e trimestre 2024. On sait aujourd'hui que le projet dont on parle à Kairouan est le premier d'une série d'autres projets. Je pense notamment à Sidi Bouzid ou à Tozeur qui vont naître dans les mois, voire les années à venir. Mais la Tunisie est entrée finalement dans une réalité, j'allais dire mondiale, autour de son mix énergétique dont elle voudrait rapporter la part du photovoltaïque à 35% d'ici 2030. Je pense qu'en termes d'écologie et d'énergie renouvelable, c'est un bon signe envoyé par les Tunisiens au Maghreb, puis à l'ensemble de l'Afrique.
En Tunisie, le niveau d'électrification est estimé à 100% selon le rapport sur les progrès énergétiques 2022 de la Banque mondiale. La Tunisie produit essentiellement son électricité à partir du gaz naturel, une situation que les autorités souhaitent changer avec l'induction de sources d'énergie verte. Le gouvernement tunisien ambitionne ainsi de porter à 35% la contribution du renouvelable au mix énergétique à l'horizon 2030. Aujourd'hui, le fait de développer des centrales photovoltaïques pour la région de Tozeur en particulier et la sous-région, c'est quelque chose de très positif puisque ça peut amener au-delà des 500 MW qui sont prévus dans le projet d'ensemble à d'autres infrastructures à l'avenir qui pourront être mises en place pour assurer effectivement l'approvisionnement en énergie dans des régions qui sont beaucoup plus reculées, je pense notamment au sud de la Tunisie. D'après les autorités tunisiennes, la Tunisie vise, à travers la réalisation des projets des énergies renouvelables, à améliorer son indépendance énergétique, à diversifier le mix énergétique de production d'électricité et à alléger le coût de la subvention consacrée au secteur de l'énergie. Il s'agit également de développer l'économie verte et de contribuer à l'effort mondial en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Place maintenant à notre invité qui fait partie de ceux qui ont pris part à l'élan de solidarité en faveur des victimes du séisme survenu début septembre au Maroc, qui a fait 3000 morts, une solidarité exceptionnelle qui s'est notamment exprimée au sein de la diaspora marocaine. Othman Lamrini est le cofondateur de la plateforme Kiwi Collect. Bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, suite au séisme qui a touché le Maroc début septembre, vous avez lancé une levée de fonds afin de pouvoir venir en aide aux victimes du séisme. Vous avez fait appel au financement collaboratif. Quel est le bilan ? Alors effectivement, on a lancé une campagne avec mon associé Sarah Jaidi sur une plateforme donc, de financement collaboratif, au crowdfunding. Le bilan, c'est un peu plus de 850 000 euros collectés à travers plus de 18 400 donateurs. Effectivement, c'est un résultat qu'on n'attendait pas et qui prouve la mobilisation incroyable qu'on a eue au sein du Maroc, mais aussi dans le reste du monde, et notamment au sein des diasporas, en soutien aux victimes du séisme. Donc une grande mobilisation de la diaspora marocaine, mais pas que. Est-ce que cela vous a surpris, cet élan de solidarité, ou pas du tout ? Pour être honnête, on a été surpris. Alors on savait que c'était une catastrophe d'ampleur inédite. Quand on s'est réveillé le samedi matin, c'était plus de 600 morts. Donc on avait compris en fait le drame. Très rapidement, on a lancé la collecte. Et en fait, c'est ce qui est important dans ce genre de situation, c'est l'urgence. En fait, c'est agir dans l'urgence. Les gens, ils se réveillent, ils découvrent le drame, ils ont envie d'aider, ils ont envie de donner. Et donc, quand ils trouvent une solution qui est efficace, ils se mobilisent. Après, effectivement, 850 000 euros, c'est un très beau résultat. C'est grâce à 18 400 donateurs, donc des citoyens marocains, mais également des citoyens du monde, notamment dans les diasporas, et toutes les gens qui étaient touchés par cette catastrophe. C'est aussi des entreprises qui sont mobilisées pour venir en aide aux victimes. Et là encore, là-dessus, ce qu'on a conclu, c'est deux choses. La première, c'est l'importance en fait, de la diaspora marocaine dans le monde. On a reçu un nombre de commentaires sur la volonté d'implication de la diaspora dans cette tragédie. Il y en a qui ont pris des avions d'ailleurs pour se déplacer, pour venir en aide. Donc pour se rendre directement au Maroc exactement. Auprès des victimes. Il y en avait pour qui en fait donner ne suffisait pas. Et donc c'est grâce aussi à la force de cette diaspora qu'on a réussi à collecter cet argent. Et puis le deuxième point qui est très important, c'est effectivement... moi, je dis que c'est à la place en fait, du Maroc dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis très proches en fait, du Maroc dans cette situation. Des gens qui aiment le Maroc, des gens qui ont des amis marocains, des gens qui ont été au Maroc. Et donc, on a senti vraiment cette ferveur, cette capacité de mobilisation de manière très rapide. Au bout de 24 heures, on a ramassé déjà plus de 400 000 euros. Oui. C'est absolument inédit. Donc, un grand élan de solidarité. Quelle a été votre stratégie pour parvenir à convaincre, rassurer les donateurs ? Alors, effectivement, il y a eu cette solidarité, mais il a fallu convaincre les potentiels de donateurs d'effectuer ces virements sur Internet. Donc, quelle a été votre stratégie pour pouvoir les rassurer ? C'est exact, effectivement, c'est un très bon point. Alors, premier point, comme je l'ai dit, c'est l'urgence, c'est faire vite, donner une solution aux gens de se mobiliser. Le deuxième point, c'est de la crédibilité, de la fiabilité, donc utiliser un bon outil, en l'occurrence une plateforme qui est reconnue, qui est crédible. Et surtout, et ça c'est quelque chose que je soulignerai assez fort, c'est s'associer avec des gens sur le terrain qui sont crédibles et qui peuvent déployer l'argent. En l'occurrence, il ne suffit pas de ramasser de l'argent, mais d'expliquer comment il sera déployé, par qui et pour quel type de besoin. Alors effectivement, là vous êtes là ce soir avec nous sur ce plateau.
est-ce que les fonds récoltés ont commencé à parvenir et à bénéficier aux victimes, et sous quelle forme précisément? Donc là, il s'agit également de rassurer ceux qui ont pu donner sur l'argent, comment l'argent a été a pu aider les victimes. Exact. Alors en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec des associations, en l'occurrence 4 associations, SOS Village Maroc, CARE Maroc, INSAF et Jadara, qui sont 4 associations marocaines, donc de la société civile marocaine, et qui sont d'utilité publique. Ça veut dire que leurs chiffres sont audités et que donc il y a une transparence totale, une garantie sur le fait que ces fonds seront déployés sur le terrain en soutien aux victimes et uniquement à ces victimes-là, et qu'on pourra avoir un reporting qu'on pourra communiquer aux donateurs. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de dire, quand on choisit des associations, sur quels critères? Donc effectivement, elles sont marocaines, elles sont actives sur le terrain, elles sont complémentaires. Et ça, c'est très important parce qu'on doit expliquer pourquoi on a choisi telle association plutôt qu'une autre. En l'occurrence, SOS Village d'Enfants Maroc, c'est une association historique qui est très présente au Maroc, qui est présente en fait dans les villages qui ont été touchés. Donc qui est reconnue. Oui. Qui est reconnue évidemment et qui a d'ailleurs été très réactive dans le contexte d'urgence et maintenant dans l'accompagnement des enfants et notamment des orphelins malheureusement qui sont impactés par ce séisme. La deuxième association, c'est CARE Maroc. C'est une association dont l'activité historique se retrouve à Al-Haous, qui est donc la région épicentre du séisme. Et puis il y a 2 autres associations qui sont INSAF, qui accompagnent notamment les jeunes filles qui sont notamment dans des maisons, véritables lieux d'exploitation, lieux d'être scolarisés. Et donc là-dessus, il y a un internat d'ailleurs qui a été détruit chez eux dans ces territoires et qui vont reconstruire. Et ensuite Jadara qui accompagne les bacheliers pour la poursuite de leurs études supérieures. Donc vraiment une complémentarité de besoins et du soutien qu'on peut apporter à ces victimes. Et puis peut-être un dernier point, juste je finis là-dessus. Oui. Le complément des fonds collectés ira sur le compte de la Banque centrale du Maroc. Il y a un compte qui a été ouvert par le Trésor public pour le travail de reconstruction, qui est un travail peut-être qui n'est pas d'urgence, mais qui est nécessaire pour redonner une vie, un espoir à ces gens qui ont été impactés dans la région de Al-Haous, épicentre du séisme. Alors, Monsieur Lamrini, on en vient à votre activité. Alors, il y a eu cette levée de fonds qui s'est faite en fait en parallèle à votre activité, puisque vous êtes le cofondateur de la plateforme Kiwi Collect, qui traite un petit peu des problématiques liées à l'accès au financement, car Kiwi Collect propose en quelque sorte un financement alternatif. Alors, comment fonctionne précisément Kiwi Collect et comment s'opère la relation entre la plateforme et les porteurs de projets? Alors effectivement, nous on est très investis dans ce sujet du crowdfunding au Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le crowdfunding, c'est une activité qui vient d'être régulée au Maroc. C'est un des premiers pays en Afrique qui régule cette activité. La Tunisie est également dans un calendrier qui est similaire. Et donc nous, en fait, quand on a vu cette loi, on a vu l'opportunité de lancer cette start-up qui permet donc de faire du crowdfunding, c'est-à-dire de la levée de fonds. En l'occurrence, nous, on se spécialise dans du don. Et donc finalement, c'est digitaliser une pratique qui est ancrée très courante dans la société marocaine et parmi la diaspora marocaine et africaine de manière générale, qui est la solidarité pour des projets impact, et notamment bien sûr dans un contexte d'urgence comme celui qu'on a connu. Donc c'est une société qui est marocaine, qui n'a pas encore été agréée, donc on attend un agrément de la Banque centrale, faute de quoi on a dû avoir recours à une plateforme internationale pour l'occasion. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Othman Lamrini, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci, Othman Lamrini, cofondateur de la plateforme Kiwi Collect. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.